Bonjour, bienvenue à la 44e web émission de Médici. Mon nom est Aidé Chandonnet, je suis accompagné de Carl Simard, président de Médici. Bonjour Carl. Bonjour, Aidé, ça va bien? Oui, Alors, j'aurais tout de suite immédiatement une question à te poser qui provient de Jean-François, qui a été posée par courriel. Cette question, c'est pourquoi un portefeuille 100% en actions détient-il de l'encaisse? oui. Bon, quand vient le temps de composer les portefeuilles de nos clients chez Médici, il y a deux facteurs très importants. On va déterminer quels sont les titres qu'on veut détenir en portefeuille. Donc, le choix des titres est très important. Mais le deuxième point qui est hyper important aussi, c'est la détermination de la bonne pondération qu'on doit accorder à chacune des entreprises qui vont composer le portefeuille. Avoir 3 dans un titre, ça peut être la bonne pondération, mais en mettre 5, ça amener un niveau de risque additionnel. Donc, on va faire attention de déterminer la bonne pondération. Une fois qu'on a fait le tour de toutes les opportunités d'investissement et on a déterminé la bonne pondération, on va arriver dans certains cas à un portefeuille qui est investi à 95 à 94 peut-être. Donc, il va rester de l'encaisse non investie. On pourrait l'investir en augmentant la pondération ou en l'investissant dans un titre qu'on trouve cher, mais qui est à la limite, mais ça sera amené à un niveau de risque, ce qu'on ne veut pas faire. Donc, l'encaisse dans nos portefeuilles, on n'a pas d'objectif de maintenir un niveau d'encaisse, c'est plutôt une résultante de la discipline que nous avons dans l'exécution de notre stratégie. Mais pourquoi alors que j'ai souvent remarqué chez d'autres gestionnaires de portefeuille qu'ils avaient une cible de liquidité dans leur portefeuille? Ouais. Ben, on pense que ça peut être il peut y avoir deux objectifs à ça. Un, pallier à certains décaissements du portefeuille. Nous, chez Médici, on va pallier à des éventuels décaissements en composant le portefeuille de titres à revenus fixes. Euh, pour d'autres gestionnaires de portefeuille, ce qu'on voit souvent, c'est comme réponse typique, c'est pour pouvoir profiter d'une éventuelle baisse des marchés. Mais dans les faits, ce qui arrive, c'est quand la baisse de marché arrive, on ne voit pas nécessairement que ce capital-là va être investi dans les marchés. Puis, en laissant de côté de l'argent pour éventuellement profiter d'une quelconque baisse des marchés, ben on se prive pendant tout ce temps-là du rendement que le marché va générer pour cette encaisse-là. Fait qu'on pense que c'est pas nécessairement une bonne stratégie. On préfère y aller en étant discipliné comme on le fait. C'est-à-dire qu'on essaie d'investir le maximum qu'on peut compte tenu des occasions que nous avons à tous les moments. Sans prendre de risques additionnels toujours. Exactement. Euh, Carl, on a une question qui nous provient de Robert par courriel qui nous demande, en fait, il nous mentionne que plusieurs prétendent que le marché est surévalué présentement. Puis, Robert nous demande ce qu'on en pense. Ça, c'est une question qui nous revient régulièrement, là, dépendant là, où le marché est. Comme on sait, le marché a passablement rebondi au second trimestre. Il a récupéré ce qu'il avait perdu dans le premier trimestre. Ça veut dire qu'il est revenu au niveau du début de l'année. Cependant, entre ces deux moments, il y a eu une pandémie qui a évidemment là, bouleversé autant au plan social qu'au plan de l'économie. Alors, il est sûr que ce marché va rester probablement volatile tant que la pandémie ne sera pas en arrière de nous. En valeur absolue, je dirais que le marché est relativement bien évalué par rapport aux profits futurs des sociétés. Cependant, lorsqu'on compare les rendements qu'on peut obtenir sur les actions par rapport aux rendements qu'on peut obtenir sur les revenus fixes, compte tenu des bateaux d'intérêt, je dirais même des extrêmes bateaux d'intérêt. Puis je pense que tu vas avoir un exemple à nous donner à cet égard. La classe d'action demeure très attrayante.
Ouais, ben effectivement, le gouvernement du Québec émettait la semaine dernière des obligations échéant en 2051 avec un taux de 1,97. Donc, c'est ça les alternatives. Puis si on considère que l'inflation est à 2 on s'appauvrit parce que ce 1,97-là, il est imposable en plus. On va payer de l'impôt Tout à fait. là-dessus. Mais là, Carl, dans tout ça, si j'ai des nouvelles liquidités, est-ce que je devrais les investir maintenant? Ça dépend de quel type d'investisseur tu es. Si tu es un investisseur avec un horizon de placement à très court terme et tu as une tolérance au risque de volatilité très faible, ce ne sera jamais le bon temps d'investir dans le marché des actions. Si cependant, tu es un investisseur à long terme, ton horizon de placement est à long terme et ta tolérance au risque est raisonnable, puis tu n'as pas besoin de cet argent à court terme au cours des prochaines années, bien, c'est toujours le bon temps d'investir parce que le marché est imprévisible, nous l'a démontré au cours du début de cette année. Et c'était toujours le temps d'investir dans les actions, qui est une excellente classe d'actifs à long terme, comme on a parlé. Alors, nous sommes rendus à la troisième question. C'est Claude qui nous demande de qu'est-ce qu'on pense par rapport à Otis, les ascenseurs Otis. Oui, effectivement. Bon, Otis, c'est une entreprise qui est un leader mondial au niveau des ascenseurs et des escaliers mobiles. La compagnie existe depuis plus de 160 ans. Cette entreprise-là faisait partie de United Oui, Technologies, Carl, tu te oui. rappelles? Qui était un Euh, conglomérat qui comprenait plusieurs entreprises. ouais, Pratt Whitney, qui est bien connu ici, les climatiseurs Carrier et la division d'Otis. Euh, United Technologies s'est séparé en trois unités, donc les actionnaire de United Technologies ont hérité d'actions de Otis. Ça s'est fait en mars ou en avril de cette année. Otis, c'est une entreprise qui a 13 milliards de ventes de dollars américains l'année dernière, 69 000 employés, plus de 2 millions d'unités en contrat de service, présente dans plus de 200 pays. Fait qu'on, c'est un mastodonte là, dans son secteur d'activité. Ce qu'on aime de cette entreprise-là, ben, c'est le plus gros joueur de l'industrie, c'est le leader. Euh, un secteur qui est assez consolidé quand même parce que le top 5 des plus gros joueurs représente 70 de l'industrie. On aime beaucoup la récurrence des revenus qui provient des activités de service, donc la maintenance des Quelle est la ascenseurs. répartition entre les deux secteurs? Ça veut dire le secteur de plus de la fabrication, la vente initiale de Ouais. l'ascenseur, et celui du revenu de service. Oui, ben on parle sur les 13 milliards de ventes, là, à peu près 5,5 milliards en nouveaux équipements au niveau des ventes, puis 7,5 milliards au niveau du service. Fait que quelque part, l'équivalent de 60-40 environ, là, le service représentant une plus grosse portion. Là. Donc, on aime beaucoup la récurrence qui provient du domaine du service. Euh, Par contre, il y a des choses qu'on aime moins. La croissance qui est très faible. L'entreprise avait des ventes de 1,7 milliard en 2009, alors qu'elle a eu un chiffre d'affaires de 13,1 milliard en 2019, donc une croissance à peu près équivalente à 1 par année sur une période de 10 ans, ce qui est inférieur à l'inflation même. Les marges de profit qui ont été en baisse pendant 7 ans se sont stabilisées en 2019, mais ça faisait quand même 7 années que c'était à la baisse. Et aussi, on n'a pas fait une étude exhaustive de cette entreprise-là, mais j'ai des forts doutes que les ventes de nouvelles unités d'ascenseurs, c'est très sensible au cycle économique, évidemment. Euh, la construction qui ralentirait, ben c'est sûr que les ventes d'ascenseurs ralentiraient aussi. C'est encore quand même, c'est quand même 40 des activités de l'entreprise qui est sensible au cycle économique. Y C'est a-t-il important. aussi du côté évaluation, pourquoi que Médici, en bref, là, serait réticente à investir dans cette entreprise? Ouais, ben, oui, il y a des
côtés qu'on aime, mais des côtés qu'on aime moins sont importants aussi. La faible croissance, c'est sûr qu'on n'aime pas ça. L'évaluation qui est à près de 20 fois les profits, c'est pour une entreprise qui a peu ou pratiquement pas de croissance, ben c'est quelque chose qui rend le titre très cher puis peu intéressant à long terme. On pense pas pouvoir générer des rendements extraordinaires avec cette entreprise-là, avec l'évaluation actuelle. Parfait. Ben, ça conclut notre 44e web émission. Merci beaucoup, Carl. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous de nous écouter. Puis, n'hésitez pas à nous poser vos questions pour une prochaine web émission. Vous pouvez le faire à info@gpsmedici.ca ou encore via notre page Facebook. À la prochaine. Merci. Merci.